à la fin. Erev Tov, on se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou pour un cours exceptionnel de Chaim Rothenberg. Et je passe la parole à la présidente Brigitte qui veut nous dire un petit mot. Erev Tov. Bonsoir. Nous avons donc comme thème général de cette année un État juif. Jusqu'à présent, nous avons étudié les forces qui sont favorables à un État juif et les forces qui sont contraires. Et nous avons vu que les forces contraires sont beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, la preuve, tout le monde s'intéresse au caractère démocratique de l'État, beaucoup plus qu'à son caractère juif, qui est pourtant existentiel, comme nous l'avons vu. Ce soir, nous avons décidé de réfléchir à ce que pourrait être un État juif, et d'abord, bien sûr, dans la pensée de Manitou. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Chaim Rothenberg de nous parler ce soir. Alors, il va nous parler de la troisième maison d'Israël, de l'État hébreu, selon Manitou. Chaim, à toi. Eh bien, merci d'abord pour l'invitation. J'espère que tout le monde m'entend bien. Et puis, je vois quelques visages familiers. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et comme vous avez pu le voir peut-être dans le titre qui vous a été distribué, même si le cycle s'appelle Un État juif et dans la deuxième partie, Imagine un État juif, vous avez déjà certainement remarqué que j'ai rayé le mot juif pour mettre le mot hébreu. Et évidemment, j'espère que ça va prendre tout son sens dans la suite de mes propos. Je dois dire que quand j'ai, la semaine dernière, cherché quelques sources chez Manitou sur cette question, à grand étonnement, je dois dire qu'il n'y a pratiquement rien. Vous allez me dire, t'as mal cherché, parce qu'il n'arrêtait pas d'en parler. Oui, c'est vrai, il faisait beaucoup d'analyses sociologiques, il faisait même des analyses sociopolitiques, mais vous trouverez très peu de cours où Manitou parle de sa conception de l'État. C'est ma première remarque. Et avant d'arriver à ce qu'il appelle la troisième maison d'Israël et non pas l'État ni juif ni l'État hébreu, je voudrais commencer par un certain nombre de remarques qui, je pense, sont importantes pour comprendre dans quel cadre Manitou ne voulait pas se positionner. Alors, une des grandes peurs de beaucoup, quand on parle d'un État juif ou d'un État hébreu, c'est finalement, entre parenthèses, un État de halakha. Et on traduit généralement un État de halakha comme étant une théocratie. Eh bien, je vais vous lire ce que Manitou disait à propos de la théocratie. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait un peu long. Mais il dit la chose suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une théocratie? C'est le gouvernement des prêtres. Or, c'est quelque chose de strictement interdit par la Torah. L'exemple type étant les Hashmonaïm, avec l'histoire de Hanouka. Les Hashmonaïm, après, qui étaient prêtres, qui étaient Kohanim, après avoir libéré le pays de la domination grecque, auraient dû quitter le pouvoir et se contenter d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des prêtres. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la Torah 4 sortes de pouvoirs différents, et il y a une stricte séparation entre ces pouvoirs-là. Je vous les rappelle. Et c'est très facile d'en s'en souvenir, puisque ce sont les rachetevot du mot Mishkan, même Melech, Shin, Shofet, Chaf, Kohen et Nun, Navi. Pas comme chez Montesquieu, les 3 pouvoirs, et là, ici, on en a 4, puisqu'il y a le Navi qui est l'originalité finalement de la société d'Israël. Donc, pas de théocratie. Alors, s'il n'y a pas de théocratie, Manitou employait à la place du mot de théocratie un autre mot. Je vous avoue que j'ai cherché dans le dictionnaire. À mon avis, c'est une invention de sa part, théonomie. Ce qui veut dire, je cite, le pouvoir est à la loi de Dieu et non pas aux prêtres. C'est la Torah qui est souveraine et non pas les prêtres. Donc, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire souveraineté de la Torah?
Ce n'est pas une notion qui nous est habituelle et qui représente finalement cette souveraineté-là. Mais, rajoute Manitou tout de suite, là nous avons un problème contemporain. Pourquoi? Parce qu'il y a en Israël des partis religieux qui sont au pouvoir politique. C'est un problème, dit-il. Je pense à qui vous pensez. Il n'y a pas besoin de faire d'autres allusions. Tout le monde sait très bien de qui il parle quand il parle de cela des années 80. Et il dit, bon, d'ailleurs, ça pourrait être il est légitime qu'il y ait des partis religieux au niveau de la municipalité. Parce que quand on gère une municipalité, il est important qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des besoins de la population, qu'il y ait des synagogues, un mikvé, un Talmud Torah, des écoles, etc., etc. Avoir des gens qui prient dans un miklat, dit-il, c'est un scandale. Mais ce n'est pas parce qu'au niveau de la municipalité, c'est quelque chose de légitime et de normal, qu'à la Knesset, ça doit être la même chose. Là, dit-il, il y a un problème avec la Torah. Qu'un rabbin soit ministre, il y a quelque chose qui ne colle pas. À chacun sa profession. Donc, c'est ça la première remarque que je pense qu'il faut bien avoir en tête parce qu'effectivement, on voit tout de suite que finalement, Manitou veut repositionner le problème dans un cadre tout à fait différent, qui est pour lui le cadre de ce qu'il appelle effectivement la troisième maison d'Israël. Alors pour ça, il faut que j'ouvre une parenthèse pour parler un peu, peut-être même un peu plus longuement, de ce qu'est le sionisme d'après Manitou. Et ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que, et ça je le pense que c'est vrai jusqu'au bout de sa vie, Manitou n'est pas du tout, n'a jamais été, et n'est jamais devenu un sioniste dans le sens du sionisme de Herzl. Sionisme qui est principalement un sionisme politique qui, pour résumer vraiment les choses de manière très résumée, conçoit l'État comme finalement on le conçoit en Europe. Chaque minorité en Europe, c'est un des grands problèmes du 19e siècle, a réclamé son État. Vous connaissez tous les questions de l'unification de l'Allemagne, de l'Italie, etc. Mais c'est vrai de toutes les nationalités qu'il y avait en Europe au 19e siècle. Chacun a demandé à avoir son État. Et finalement, la conception de l'État est la conception qui a été forgée plus ou moins par le philosophe allemand Hegel. Un État, ça a des frontières. Et comme disait Manitou, à partir du moment où on emploie le mot de frontière, dans la conception hegelienne, on dit en français hegelienne, de l'État, celui qui est de l'autre côté de la frontière est automatiquement mon ennemi. Est-ce que c'est ça la conception de l'État juif ou de l'État hébreu? On va voir tout de suite que ce n'est pas du tout ce à quoi pense Manitou, ni d'une manière ni d'une autre. Donc, si quelqu'un vient et dit le sionisme, c'est finalement la revendication d'une minorité nationale en Europe qui s'appelle la minorité juive et qui veut avoir son État, bon, il ne sera pas en Europe, il sera en Asie, comme toutes les autres minorités ont essayé de l'avoir ou l'ont eu, Manitou est très loin de tout ça. Ce n'est pas ça du tout pour lui le problème. Ni d'ailleurs la question de savoir est-ce que cet État doit servir de refuge aux Juifs pour chasser par des antisémites qui les massacrent éventuellement, les pogroms en Russie, en Ukraine, etc. Tout ce fond que tout le monde connaît, qui finalement a fait que le mouvement sioniste politique s'est développé en Europe à partir de la deuxième moitié du 19e et puis encore plus la première partie du 20e. Manitou n'est pas là du tout. Manitou voit l'histoire comme étant l'histoire, je parle après l'exil du deuxième temple, comme étant un mouvement qui est constitué de deux phases. Une, la galoute, et une autre qui s'appelle la Géoula. Et comme il le disait, au nom de son maître Jacob Gurdin, Zichron Livracha,
on ne peut pas parler de Galout si on ne parle pas de Géoula. Le mot de Galout sans Géoula, ça veut dire non pas un exil, mais ça veut dire une perdition. Donc, on est dans ce double mouvement de Galout, Géoula, et la première question à laquelle il faut répondre, est-ce que le temps de la Géoula est venu, oui ou non? Et c'est ce qui va préoccuper Manitou pendant un certain nombre d'années. En tous les cas, jusqu'au début des années 50, jusqu'en 1953. Et la formulation qu'il donne à cette question-là est la formulation suivante. Est-ce que nous sommes dans l'époque de Joseph, de Yosef, ou est-ce que nous sommes dans l'époque déjà de Yehuda? Et si la question n'est pas de savoir Yosef face à Yehuda, mais de savoir vraiment dans quelle époque on est. Parce que si Yosef, on est dans l'époque de Yosef, alors Yosef est le tzaddik et Yehuda doit se joindre à lui. Et si on est déjà dans l'époque de Yehuda, eh bien, Yehuda est le tzaddik et c'est Yosef qui doit se joindre à lui. C'est dans ces termes-là que Manitou pose la question. Et au bout de 3 ou 4 ans de réflexion interne, disons, il arrive à la conclusion que nous sommes déjà, effectivement, nous sommes passés dans un nouveau stade de l'histoire qui s'appelle la Géoula. Et donc, la Géoula, je vais préciser, parce que beaucoup de gens parlent d'un processus. Pour Manitou, la Géoula, ce n'est pas un processus. Il y a l'instant de la Géoula. Et l'instant de la Géoula, ça va être Hebeyar Tachar. Le moment où le joug des nations n'est plus sur Israël en tant que nation. Donc, il n'est pas question de processus. Il est question de nouvelle phase de l'histoire. Ensuite, il y a des étapes supplémentaires, mais la Géoula en tant que telle est déjà arrivée, point à la ligne. Si on avait le temps, il faudrait relire avec Manitou ce qu'il dit quand il étudie, et là il y a plusieurs cours, même de très nombreux cours là-dessus, quand il étudie les 2 derniers chapitres du Rambam de Maïmonide dans Mishneh Torah, qui parle de Ilchot Melachim. Et Manitou là-bas vient avec un chidouche, il faut le dire, que tout ce qui est dit là-bas concerne le Mashiach ben Yosef, sauf si explicitement il est parlé de Ben David. Donc les choses pour lui sont très claires. Nous sommes dans un nouveau moment de l'histoire. Le peuple a décidé de rentrer chez lui. Et c'est ça qu'on appelle Mashiach ben Yosef. Ça s'appelle Kibbutz Galouyot. Et à partir de ce moment-là, on doit se mettre en route vers de nouvelles étapes, telles qu'elles sont définies par le Rambam, justement, dans ces 2 derniers chapitres de Ilchot Melachim. Et c'est pour ça que ça s'appellera la 3e maison d'Israël, parce que le but, finalement, c'est le Beth Amikdash. Le but, ce n'est pas d'avoir un État pour avoir un État. Le but, c'est d'être dans une situation où l'homme, à travers Israël, peut, face à face, rencontrer le Créateur. Donc, on est comment on pourrait dire ça en français? On est autre part. Un moyen, ça peut être éventuellement qu'il faut un État. Et là-dessus, je voudrais vous lire quelques lignes de ce que dit Manitou à propos d'un passage qui est très connu du Rav Kook, qui se trouve dans Orot. Pour ceux qui ont l'édition classique de Orot, ça se trouve à la page Kouf Samer, c'est-à-dire 160, 6e chapitre, 7e paragraphe. Et là-bas, le Rav Kook dit quelque chose que Manitou explique. Je vous lis d'abord quelques lignes du Rav Kook pour savoir de quoi il est question. Un État, ce n'est pas le plus grand bonheur pour l'homme. Et rajoute le Rav Kook, Zenitan le'amer b'medina regila. Ça, on peut le dire à propos d'un État, comme vous avez la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Pourquoi? Le Rav Kook explique ensuite, parce que ça ressemble plutôt à une espèce de cadre qui permet à l'homme un certain nombre d'assurances, sécurité, un certain bien-être, etc., etc. Bien. Mais, rajoute le Rav Kook, ce n'est pas du tout la conception qu'on a de l'État. C'est dans ce paragraphe fameux que le Rav Kook, pour la première fois, va employer le mot de Médinat Israël. Ça, c'est 40 ans, pas 40 ans, disons 30 ans avant que l'État soit créé. Il emploie déjà ce mot et il définit
l'État d'Israël, finalement, comme étant Beyesoda idéalite, qui repose sur un idéal. Shechakouk Be'avayata, qui fait partie de sa vie de tous les jours. Oui, Tochen idéali, Yoter Elyon, Shiu Behemet Haosher Yoter Gadol Shel Hayachid. Très bien. Mais ça veut dire quoi? Demande Manitou. Le Rav Kook continue en disant Midinazo Ibehemet Hayoter Eliona Besulam Haosher. Dans l'échelle du bonheur, c'est la chose suprême. Ou Midinazo et Midinatenu. Et cet état est notre état, mais il n'y a pas encore d'état. Donc le Rav Kook visiblement parle d'autre chose. Medinat Israël, Yesod Kisei Hashem Baolam, qui est le fondement de la chaise divine, du trône divin dans le monde. Chez Kol Chefza, toute la volonté, tout le programme, tout le désir de cet état, ou chez Hashem Echad Ushmo Echad. Ça vous rappelle évidemment ce que nous disons pendant le Kriyat Shema. Bien. Mais ça veut dire quoi, pose Manitou, que la question, comme question? Il faut être pratique à un moment. Avec ce principe-là, je dirais, on ne va pas loin. On ne sait pas quoi faire. Et c'est pourquoi, d'abord, Manitou commence par nous faire remarquer qu'effectivement, il est clair aussi du Rav Kook, qu'il n'est pas du tout dans la conception hegelienne des choses, il n'est pas du tout dans la conception européenne de l'État, mais il parle d'autre chose tout à fait. Et Manitou rajoute à ce propos la chose suivante, en disant, bon, cet État, on l'a appelé Israël, mais en réalité, Israël, c'est le nom du peuple. Ce n'est pas le nom de la terre. La terre, elle s'appelle Eretz Israël. Donc le nom officiel, c'est Eretz Israël. Mais comme nous n'avons pas encore tout Eretz Israël, alors provisoirement, ça s'appelle Medinat Israël. Quand on aura les frontières d'Israël, cela s'appellera Eretz Israël. Et rajoute Manitou, et je crois que c'est la seule exception dans tous les États modernes où c'est le peuple qui a le nom et non pas le pays, la terre. Donc, là, on peut se dire quand même, c'est assez étonnant ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il nous est en train de nous dire? On est dans un stade provisoire, temporaire. Pourquoi? Finalement, parce qu'on n'est que la première étape d'un long programme. Donc la première étape, c'est Kibbutz Galouyot. Pour faire Kibbutz Galouyot, il faut avoir une terre à nous. Ce n'est pas toute la terre qui nous a été promise. Donc, on a créé un État pour pouvoir accueillir les Juifs qui rentrent chez eux et pour pouvoir commencer à mettre en place le programme que nous connaissons d'après la tradition. Bien. Le but, donc, ce n'est pas de passer de Juifs à Israéliens, c'est passer de Juifs à Hébreux. Il y a une étape qui s'appelle Israélien au milieu. Et il faut bien comprendre ce que Manitou essaie de nous dire dans ce sens-là, parce que ce passage de l'identité juive à l'identité hébreu, pour lui, ne se fait pas en une génération, elle se fait au cours d'un certain nombre de générations, et de génération en génération, à partir du moment du retour sur la terre d'Israël, on progresse. Et à chaque fois, on atteint un nouvel objectif. Mais tous ces objectifs qu'on atteint jusqu'au moment où on arrive finalement au but, ce sont des objectifs qui sont provisoires. Ils sont nécessaires, mais ils sont tout à fait provisoires. Donc pour Manitou, il n'est pas question de, en hébreu on dirait lekadesh et ta'imtsaïm, de sanctifier les moyens, mais de bien comprendre quels sont les moyens qui nous sont nécessaires pour pouvoir arriver à l'objectif. Et en ne perdant jamais de vue qu'à chaque fois qu'on franchit une étape, il ne faut pas jeter ce qui a été déjà atteint à l'étape précédente. Donc,
ce que nous dit Manitou, finalement, on a une promesse. Et nous sommes ceux qui avons décidé de commencer à réaliser cette promesse. Il parle de sa génération. Retour au Bercail, Galout, Géoula. Donc, question très importante pour lui. Qu'est-ce qu'on fait avec les Juifs qui ont décidé de ne pas revenir? Maintenant, pour ceux qui sont revenus, ne croyez pas que tout est terminé. On ne fait que commencer. Et on va mettre en place les moyens qui sont nécessaires pour avancer. Alors, parmi ces moyens-là, effectivement, on va trouver des moyens au niveau politique, au niveau sociologique, au niveau culturel, au niveau économique, etc., etc. C'est quelque chose de très important. Mais par exemple, pour un sujet qui peut paraître brûlant, parce qu'on en parle quand même très souvent, le problème des frontières, Manitou dit une chose qui peut paraître très, très étonnante. D'abord, quand il parle de frontières, il nous explique qu'il y a une différence fondamentale entre les frontières conception européenne et les frontières conception la Torah. Et ça, il le rapporte à propos de ce qu'il enseigne avec Avraham Avinu quand il a entendu, pour ce qui était pour lui une nouveauté, le concept de Goy Gadol. Ve'esra le Goy Gadol, début de la paracha de Lech Lecha. Et là, Manitou dit, bon, je vous rappelle le contexte. Avraham vit au moment de Dor HaPalaga, donc c'est le moment de l'éclatement de l'unité, de l'identité humaine, en 70 nations. Et Manitou, rapportant le Midrash, dit la chose suivante, pour nous faire comprendre quel est l'étonnement, ben c'est plus qu'un étonnement, la stupéfaction d'Avraham quand il entend ce qu'il entend. Tu en as déjà 70, ça ne marche pas, et un 71e, c'est tout ce qui te manque. Réponse, oui, parce que toi, tu seras Goy Gadol. Et dit Manitou, ben, qu'est-ce que ça veut dire, Goy Gadol? On a une autre expression qui va venir après à la sortie d'Égypte, Goy Kadosh. Et ça aussi, on ne comprend pas, on ne sait pas de quoi il est question. Mais à ce propos-là, Manitou nous dit la chose suivante. Les frontières, ce sont des frontières de l'Akdoucha. Et il y a différents niveaux de l'Akdoucha. Il y a l'Akdoucha de Jérusalem, enfin l'Akdoucha du Beth Amikdash, Arabaït, Jérusalem, Eretz Israël. Il y a l'Akdoucha de Souria, etc., Bavel. Il y a toute une discussion dans la Gemara à propos de ces différents niveaux-là. Et pour nous faire comprendre que, premièrement, quand on parle de frontières, on ne parle pas de frontières où celui qui est en face est l'ennemi. On parle de niveaux différents de l'Akdoucha. Et par conséquent, c'est ce qui amène Manitou dans un cours du début des années 90, quand tu lui poses la question de savoir qu'est-ce qu'il pense du... La première fois que j'ai retrouvé, c'est qu'est-ce qu'il pense de la situation après le traité de paix avec l'Égypte. Et puis on lui repose la question quelques années plus tard à propos des accords d'Oslo. Mais surtout à propos de Yamid, déjà, il dit la chose suivante. En réalité, les frontières, ce n'est pas un problème. Je vous rappelle que Manitou est opposé à l'évacuation de la moitié du Sinaï. En ça, il est en accord parfait avec la position du Rav Yehuda Kook, Zechron Livracha. Quand les accords de paix avec l'Égypte ont été signés, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait une première évacuation à peu près de la moitié du Sinaï. Manitou n'a rien dit, le Rav Yehuda non plus. C'est dans la deuxième partie de l'évacuation, de ce qui allait depuis au sud de El Arish, Nahal Mitzrayim, jusqu'à Sharm el-Sheikh, en diagonale à peu près, pour ceux qui voient la carte comme ça. Ça fait partie d'Eretz Israël, d'après l'opinion d'abord de Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, et puis Kaftor Raferach et d'autres décisionnaires importants. Et là, Manitou dit, non, ça fait partie d'Eretz Israël, elle n'est pas évacuée. Or, pourtant, il dit qu'il n'y a pas de problème de frontière. Qu'on pourra toujours se mettre d'accord, à condition, une seule condition, c'est que Ishmaël reconnaisse que ça nous appartient.
Alors, si Ishmaël reconnaît que ça nous appartient, au niveau politique, comment je traduis ça? Est-ce que le fait, par exemple, qu'il y ait un drapeau israélien à Yamit, c'est ça la chose importante? Ou est-ce qu'il veut parler d'autre chose? Je dois dire que, après avoir relu tous ces textes-là où il s'exprime, c'est pas très clair. Je ne pense pas que Manitou avait comment dire ça? Était descendu au niveau de la résolution de ces questions-là, au niveau pratique, mais qu'il voulait nous indiquer un certain nombre de principes et nous transmettre ces principes-là. Parce que dans toutes ces questions-là, finalement, lui se considérait comme faisant partie de la génération qui faisait passer le témoin de la Galoute à la Géoula, Kibbutz Galouyot. Les autres étapes, il les connaissait théoriquement, mais il n'avait aucune idée pratique de comment ça allait arriver. D'ailleurs, à chaque fois qu'on lui posait une question un peu plus précise, il avait son expression que vous avez dû tous entendre, Nirye Venire. Nirye Venire, chez Manitou, ça veut dire je sais que ça va arriver, je n'en ai aucune idée de comment. Ne me pose pas plus de questions là-dessus. On n'est pas encore en ce temps-là. Et de la même manière qu'il y a 100 ans, ou 150 ans, ou 200 ans, on n'avait aucune idée de comment Kibbutz Galouyot allait arriver un beau jour, et c'est arrivé, eh bien, on est exactement dans le même brouillard. On sait que ça va arriver, mais personne aujourd'hui n'est capable de dire comment. Donc, on trouve toujours chez lui cette espèce d'ambivalence entre il y a les principes, et puis finalement, les choses vont se mettre en place, moi je dirais miraculeusement. Mais comment, j'en sais rien. Sauf que Manitou insiste sur deux choses. Et là, c'est très important, et je pense qu'au niveau opératoire, aujourd'hui, ça a une importance extrême. Première chose, et ça a un rapport direct avec son rejet de la conception de l'État style européen. C'est que la conception de l'État style européen, les frontières, etc., a aussi une autre composante. C'est la séparation entre deux notions, la légalité d'un côté et la moralité de l'autre. Et ça, c'est inacceptable pour Manitou. La loi doit être la loi morale. En aucun cas, il peut y avoir une dichotomie entre la notion de moralité et la notion de légalité. Et une grande partie des débats qui agitent aujourd'hui la société israélienne tournent autour de cette dichotomie, voire la Cour suprême. Donc, il faut absolument pour Manitou, et ça fait partie du travail de nos générations, surmonter cette dichotomie légalité-moralité pour en revenir à une notion simple, la loi doit être morale. Ce qui est moral est légal, et ce qui est légal doit être moral. Point à la ligne. Oui. Et par conséquent, tant qu'on n'est pas arrivé à résoudre ce problème, qui est le problème numéro 1 à résoudre pour Manitou, pour pouvoir progresser, eh bien, on est bloqué. Deuxième point, qui est très important, c'est ce que Manitou appelle, et volontairement, je pense, il utilise le mot, la formule en hébreu, tzedek chevrati, qu'il refuse de traduire par l'expression justice sociale. Pourquoi? Parce que pour lui, tzedek chevrati, ça traduit une notion qui peut paraître à beaucoup comme étant une notion mystique, métaphysique, qui est centrale dans sa pensée, qui est la notion de ichud amidot, l'unification des valeurs.
Et tant que l'unification des valeurs n'a pas été faite au niveau politique, économique, il est impossible de parler des étapes suivantes, c'est-à-dire le Sanhédrin, le Beth Amikdash, etc. C'est une condition sine qua non qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc vous avez ces deux composantes-là. L'égalité, moralité et tzedek chevrati. Et au niveau du tzedek chevrati, pour bien nous faire comprendre les choses, Manitou nous donne l'exemple suivant. Et je pense que c'est un exemple extrêmement intéressant. Vous connaissez tous le slogan de la République française depuis la Troisième République. Liberté, égalité, fraternité. À partir de ce slogan-là, en tous les cas pour les deux premières parties du slogan, liberté, égalité, on a vu se développer en Europe pendant le 19e siècle et puis pendant pratiquement tout le 20e siècle, deux types de sociétés. Une société où on mettait l'accent sur la liberté, principalement la liberté individuelle, les droits de l'homme, et un autre type de société où on mettait l'accent sur, non pas la liberté, mais sur l'égalité, les sociétés de type communiste ou socialiste. Or, dit Manitou, là où il y a de la liberté, il n'y a pas d'égalité, et là où il y a de l'égalité, il n'y a plus de liberté. Par exemple, dans les pays socialistes, la liberté d'entreprise, qui fait partie des droits fondamentaux de l'homme, a été, si ce n'est bafouée, mise de côté. Donc, ce qu'il veut nous expliquer, c'est que ces deux notions qui paraissent très belles et très simples, liberté et égalité, sont déjà contradictoires en elles-mêmes, entre elles. Donc, Israël reprenant le projet d'unification des valeurs ramenées de la Galoute par tous les Juifs qui sont rentrés des quatre coins du monde, reprend aussi d'une certaine manière ce même projet. Et là apparaît, dit Manitou, que le problème, c'est la base du problème entre cet affrontement entre ces deux valeurs-là, liberté face à l'égalité, c'est qu'on a oublié le troisième côté du triangle, la fraternité. Et vous comprenez pourquoi pendant des années, vous avez entendu Manitou, année après année, revenir sur l'histoire de Caïn et Abel et sur l'équation de fraternité. Il n'en a pas parlé parce que ça lui faisait plaisir d'en parler, c'est parce que c'est une pièce absolument fondamentale dans son dispositif. Si on veut vraiment fonder une société, et encore une fois, je dis, faites bien attention au mot qu'emploie Manitou. Il n'a pas dit fonder un État, il a dit fonder une société. Il le dit en français, il le dit en hébreu. Fonder une société sur la notion essentielle de Ichud Amidot, d'unité des valeurs, eh bien, il faut commencer par la pierre fondamentale qui est celle de la fraternité, celle qui a été oubliée de tout temps par toutes les sociétés humaines. Et maintenant, c'est à nous de reprendre le travail. Mais pour faire ça, on a besoin de quelque chose de fondamental, encore plus fondamental. Pour pouvoir unifier des valeurs, il faut que nous-mêmes, le peuple d'Israël, arrivons à l'unité nationale. Or, apparemment, c'est quelque chose d'impossible. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a cette particularité de compter 12 tribus qui en sont 13, et chacune de ces tribus, Manitou cite la Gemara qui le dit les choses noir sur blanc dans le traité de Horayot, chacune de ces tribus est appelée par elle-même peuple. Ce qui fait que la définition d'Israël, c'est Ka'al Hamim. Ka'al, c'est une communauté de peuples.
Ce qui fait dire à Manitou que finalement, nous sommes un microcosme de l'humanité tout entière qui a éclaté en 70 nations. Ben, nous, ce modèle-là est résumé dans ces 12 tribus qui en sont 13, mais chacune d'entre elles est capable d'être Israël à elle seule. Et tous les problèmes de la société juive et qui veut de revenir hébraïque en passant par le stade israélien, c'est de réussir à reconstruire cette unité qu'on a perdue. Parce que quand on est rentré de la Galoute, finalement, on est rentré avec un seul modèle, celui de la tribu de Lévi, le prêtre. C'est comme ça qu'on a tenu le coup pendant tout le temps de la Galoute. Mais maintenant, une fois rentré, eh bien, les différentes manières d'être Israël, Réhouven, Shimon, Yehuda, etc., et j'ai sauté volontairement Lévi, évidemment, réapparaissent et demandent leur place. Donc, il faut absolument que nous réussissions d'abord à trouver un modus vivendi entre toutes ces formes d'être Israël, sans exclure l'une ou l'autre, ce que chacun a tendance à faire aujourd'hui, pour pouvoir fonder une véritable équation de fraternité qui est la base, ensuite, de toutes les différentes valeurs qu'on doit unifier, comme je vous ai donné l'exemple avec ces deux valeurs venues de la Révolution française, la liberté et l'égalité. Si on réfléchit vraiment à ce que dit Manitou, ben, je pense qu'on a déjà un programme pour quelques générations. Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et l'erreur serait de croire que va venir un espèce de personnage mythique sur un âne blanc qui, du jour au lendemain, va nous trouver une solution miraculeuse et voilà, et tous les problèmes vont être réglés. C'est pas du tout de ça dans la pensée de Manitou. Il y a là un effort gigantesque qui doit être fait par ces différentes communautés qui se réunissent et qui se parlent pour la première fois depuis presque 2000 ans, qui se connaissent et qui doivent se reconnaître, et qui doivent trouver les moyens de vivre ensemble. Mais le problème, en réalité, est beaucoup plus compliqué. Parce que pour l'instant, j'ai parlé que de Kibbutz Galouyot. Mais vous savez très bien aussi qu'il y a une étape qui s'appelle Kibbutz Nitrei Israël, le retour des 10 tribus. Or, par exemple, vous prenez les Éthiopiens, ils font partie de la tribu de Dan. Vous prenez les Juifs, enfin, ce n'est pas des Juifs en réalité, c'est des Hébreux, exilés des 10 tribus, qui reviennent d'une manière ou d'une autre du fin fond de l'Inde et d'autres pays environnants. Ceux-là, ils font partie déjà d'un autre stade. Ce qui fait dire à Manitou, une fois, et je voudrais terminer là-dessus avant de vous laisser la parole pour les questions. Ce qui fait dire à Manitou, une fois, quand quelqu'un lui pose la question, c'est un de ses amis, c'est une soirée d'Oshana Rabbah, un de ses amis qui vient de France, journaliste très connu. Le prénom c'est Victor, je vous laisse deviner le nom de famille. Et qui lui dit mais tu veux dire que ce journaliste en question prenait Manitou pour on va pas dire pour un illuminé, mais pour quelqu'un qui avait une vision un peu mystique des choses, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de Manitou. Mais il lui dit mais tu veux dire qu'on est vraiment dans cette étape qui s'appelle Altralta de Géoula, le début de la Géoula? Et puis Manitou se tait. Voilà, mon silence, c'est un peu long déjà. Et puis ça continue. Pendant 30-40 secondes, il se tait. Et puis il dit non. Alors la stupéfaction dans la salle. Vous vous souvenez de Moadonna Aolé à Rehov El Kalai? C'était là-bas. Donc dans la salle, plus personne ne comprend rien à ce que Manitou est en train de dire. Et puis il dit non, on n'est pas à Altralta de Géoula.
On a beaucoup avancé depuis. Et là, il rajoute quelque chose de très important. Tu vois, il lui dit, tu vois ton erreur. Toi, tu es resté en galoute. Donc, tu es bloqué au niveau de l'histoire. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais nous, on est ici. Et nous aussi, on peut tomber dans un piège. C'est de croire qu'on n'est qu'au début. Et alors, on continue à se poser les questions du début. Mais ça, lui dit Manitou, c'était il y a 30 ans, même plus. On a déjà bien avancé depuis. Donc, les questions qu'on doit se poser aujourd'hui, ce n'est plus les questions de savoir si c'était Yosef, Yehuda, Altral-Tadé, Géoula, etc., etc. Ce n'est pas ça. Maintenant, on doit se poser les vraies questions. Et ceux qui doivent se poser les vraies questions, c'est plus moi, c'est les jeunes, mes petits-enfants des Manitou. C'est à eux de trouver les solutions aux problèmes que j'indique. Moi, je suis le passeur. Donc, j'ai indiqué ce que j'ai reçu. En son temps, en mon temps, j'ai décidé pour moi et pour ma descendance par où passer l'avenir. Mais les prochaines étapes, c'est mes petits-enfants. C'est eux qui vont trouver les solutions. C'est eux qui vont dire finalement qu'est-ce que ça veut dire hébreu. C'est eux qui vont dire finalement comment on construit cette troisième maison d'Israël. Moi, ce que je sais, c'est que ça va arriver. Voilà. Donc, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Et comme disait Manitou, la première question est toujours la plus difficile, donc on passera directement à la deuxième. Daniel. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Alors, à la question suivante. On a perdu les tribus en réalité. Le problème est peut-être plus complexe encore que celle de la réunification des identités des tribus entre elles et de leur pacification entre elles. Il y a malheureusement, comme tout retour de galoute, nous avons ramené avec nous des corps étrangers qui parlent comme des juifs, qui ressemblent à des juifs, mais qui ne sont pas des juifs. Il y a un corps à l'intérieur de la société israélienne qui a véritablement un combat, celui d'imposer une nouvelle identité israélienne, une démocratie qui serait une manière pour elle de régner sur le peuple d'Israël en le faisant petit à petit réduire, et qu'il ne soit plus partie prenante dans le destin d'Israël. Et c'est ça, peut-être la nouvelle étape que nous avons, c'est le sursaut. Le sursaut, c'est de savoir les marqueurs qui distinguent ceux qui veulent devenir le Ham Israël, comme le voulait Manitou des Hébreux, et ceux qui veulent une identité israélienne détachée de notre identité propre, afin de régner sur nous. Bon, je ne sais pas. D'abord, ça n'a pas grand-chose de très nouveau. Vous avez tous entendu certainement parler du mouvement cananéen dans les années 50 et dans les années 60. Et puis d'autres mouvements qui ont plus ou moins disparu aujourd'hui, mais qui en leur temps faisaient grand bruit. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans une époque
En hébreu, on appelle ça birour. En français, on traduit ça un tri, mais c'est une très mauvaise traduction. De birour, ça veut dire nous posons à nous-mêmes, et ceux qui nous aident à nous poser cette question-là sont en premier les enfants d'Ishmaël, la question de qui nous sommes et qui nous voulons être. Et comme nous revenons, comme le disait, pas que Manitou, comme le disait aussi le grand rabbin Uziel Zichrono Livracha, c'est une question à laquelle on n'a pas réfléchi pendant tout le temps de la galoute. La galoute, on était occupé à survivre. Or là, on rentre, Manitou disait, on est rentré enrhumé. Donc, il faut s'occuper du rhume. Et des fois, ça peut prendre un peu de temps pour s'occuper du rhume. C'est pourquoi le grand rabbin Uziel disait, c'est pour ça qu'on a besoin du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef pour nous faire sortir de la galoute et le Mashiach ben David pour faire sortir la galoute de nous. Eh bien, on est au milieu de cette étape-là et il ne faut pas être d'abord pessimiste. Il faut comprendre une chose et Manitou a insisté là-dessus un certain nombre de fois, c'est que quand une idée prend au niveau historique, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de vrai dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il faut retirer les scories, mais il faut comprendre d'abord, pour pouvoir retirer les scories, ce qu'il y a de vrai dans la problématique qui nous est posée. C'est pourquoi, par exemple, à propos je reviens à la question des territoires, entre guillemets, disait Manitou, finalement, la société israélienne, il y a Gush Emonim d'un côté, il y a Shalom Arshav de l'autre côté. Est-ce que la position, disait Manitou, de Shalom Arshav est légitime? Réponse oui. Est-ce que la position de Gush Emonim est légitime? Réponse oui. Attends, Shalom Arshav et Gush Emonim, ce n'est pas exactement la même chose. Comment tu peux dire légitime pour les deux? Et c'est là qu'il expliquait. Au niveau des individus, c'est tout à fait légitime. C'est au niveau du klal que le problème se dévoile. Et la Torah nous a déjà dit, et là il faisait une analogie entre la situation avec Abraham et Sarah, en disant Abraham aujourd'hui serait sans aucun doute du côté de Shalom Arshav et Sarah du côté de Gush Emonim. Et la Torah est déjà venue nous dire, a dit à Abraham, Kol asher Tomar elecha Sarah, Tishma bekola. Shma bekola. Ça, c'est au niveau du klal. Donc, il faut bien comprendre, et encore une fois, la position de Manitou est toujours, je ne veux pas dire complexe, mais elle n'est pas réductrice. Il faut comprendre en quoi chacune des positions qu'on rencontre aujourd'hui représente une vraie problématique. Il faut débarrasser chacune de ces problématiques-là de ces scories, et ensuite, une fois débarrassé des scories, prendre toutes ces problématiques-là et les unifier. On parle d'unité des valeurs, on ne parle pas de mettre une valeur en dehors. C'est ça le vrai problème. Sinon c'est très facile. J'ai raison, tu as tort, et c'est terminé. Mais ce n'est pas du tout ça dont il est question. Et ça ne veut pas dire pour autant que si je dis c'est ma position, ça veut dire que je suis pluraliste et que je suis prêt à dire toi aussi tu as raison. C'est ça, c'est là où aujourd'hui les gens ne comprennent pas le fond des choses. Alors j'entends beaucoup trop de fois dire mais Manitou était très pluraliste, il vient des EI. Et il y avait le pluralisme aux EI. Je dis tu as tout à fait raison qu'aux EI il y avait différentes tendances. Et tu as aussi tout à fait raison de dire que Manitou, quand il n'avait jamais eu peur d'inviter des gens à ces séminaires qui étaient dans une position tout à fait opposée à la sienne,
que ce soit à Paris, que ce soit à Jérusalem. Mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'il était prêt à accepter ce qu'il disait. Mais il était prêt à écouter. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, s'il y a quelque chose qui prend au niveau de l'histoire comme mouvement d'idées au niveau historique, c'est qu'il y a une vraie problématique qui est exprimée à travers ce mouvement d'idées. Je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure à propos de la Révolution française. Alors, les sociétés, par exemple, qui ont été dans le type égalitaire, en prenant la Russie, comment on va juger ça? On peut dire que tout était mauvais, la preuve. Et puis, ça, de toute façon, ça s'est écroulé au bout de 70 ans. Oui, peut-être qu'il y a une problématique qui était vraie au départ. Comment elle a tourné après, comment elle a été exploitée par des gens qui ont trahi leurs propres idéaux, ça, c'est une autre question. Mais au départ, il y a quelque chose de vrai. Il y a une demande d'égalité. Alors, toute la question, c'est de trouver le point d'équilibre entre l'égalité et la fraternité, et la liberté, et la justice, et etc. Et tous ces gens-là dont tu as parlé, une grande partie d'entre eux, au moins, c'est pas qu'ils ont des bons sentiments, c'est qu'ils veulent mettre l'accent sur un certain nombre de problématiques qui ont tendance à être occultées par ce qu'ils considèrent comme l'autre côté. Et finalement, bon, chacun ayant ses positions, voilà le problème. Il faut trouver le point d'équilibre. Or, le point d'équilibre, c'est au niveau de la société, du klal. Ce n'est pas au niveau de tel ou tel individu. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Comment on peut d'un côté dire « je suis prêt à écouter l'autre », mais ça ne veut pas dire pour autant que parce que je l'écoute, c'est lui qui a raison. Ça c'est déjà donner raison à l'autre parce que c'est l'autre, c'est Lévinas. C'est pas Manitou. Et c'est très exactement ce qu'il dit d'ailleurs. Parashat Hashavua, on a 2 minutes, on peut en parler. Parashat Doshim, Ve'afta l'erecha kamocha. Manitou explique la chose suivante. Ça va quoi, Ve'afta l'erecha kamocha. Et combien d'écrivains juifs ont transformé ça en principe d'universalisme, d'amour universel, j'aime l'autre parce que c'est l'autre, etc., etc. Manitou dit, mais vous avez oublié le début du verset. Qu'est-ce qui est écrit dans le début du verset? Lotikom velotidor mi bene amecha. Donc le verset parle bien des enfants d'Israël. Et après, à travers cette précision d'enfants d'Israël, il vient faire encore une autre restriction en disant celui que tu dois aimer, c'est ton prochain, c'est-à-dire c'est ton voisin. C'est pas celui qui se trouve en Australie. Ça, c'est facile, tu ne le vois jamais. Donc, il faut trouver un véritable dialogue avec lui. Le rejeter, c'est la chose la plus simple. Dialoguer vraiment, ça ne veut pas dire j'accepte ce qu'il est en train de me dire parce que c'est lui qui le dit. Et Manitou dit la condition essentielle d'un vrai dialogue, c'est la réciprocité. Or, l'autre problème aujourd'hui, il n'y a pas cette réciprocité. On n'en est pas encore capable. Parce qu'on revient avec trop de charges émotives et on rencontre des autres dont le comportement ne nous plaît pas. Et puis, parce qu'on s'est, comment dire ça, on s'est forgé un espèce de modèle de qu'est-ce que c'est que l'hébreu. Bon, ben son modèle à lui, il est différent. Des fois, ça ne correspond absolument pas. Et on n'est pas prêt à écouter sa manière de voir les choses. Et encore une fois, ce n'est pas parce que j'écoute que j'accepte. Mais au niveau de la société, il faut ce dialogue. Et ce dialogue-là, il doit se faire avec 2 conditions. Nous sommes tous hébreux. Maintenant, ceux qui veulent dire je ne suis pas hébreu, ça c'est leur problème. Mais nous sommes tous hébreux et nous avons un dialogue réciproque.
Daniel, Merci, Chaim. Vous pouvez Voilà. maintenant ouvrir vos micros. Ceux qui veulent poser des questions, on a encore quelques minutes. Oui, moi, je voudrais poser une petite question rapide au Rav Anaba. Concilier Shalom Arshav et Gush Emonim, c'est aussi difficile que concilier les laïcs et les religieux en Israël. Il ne s'agit pas de concilier. Écoutez, d'accord. Écoutez, comprendre quelle est la problématique que l'autre veut mettre sur la table pour qu'on la prenne en compte. Et il n'est pas question de concilier, il est question de trouver un point d'équilibre. Ce n'est pas plus difficile et ce n'est pas plus simple que toutes les marlocotes que vous avez dans la Gemara. Bet Hillel et Bet Shammai, à la limite, vous pouvez demander qu'est-ce qu'ils ont en commun. Non, moi je comprenais pas. Non, moi ce que je comprenais pas, c'est que la. Daniel, je m'excuse, il y a un écho. Il faut que tu éteignes un des. S'il y a une autre question en attendant, Daniel, il faut que tu coupes. Oui, j'aimerais bien poser, juste pour un peu mieux comprendre. Merci d'abord pour cet exposé, c'était difficile à synthétiser, peut-être, mais j'aurais voulu comprendre, lorsque vous avez parlé de l'égalité, qui est bien sûr qui doit être liée à la morale, mais à un moment donné, vous avez donné comme exemple attendez, la légalité en un seul mot. Hein. Et après, vous avez parlé de l'égalité, fraternité et liberté. Et à ce moment-là, j'ai plus fait le lien avec l'égalité L'. Et là, est-ce que vous pouvez un petit peu préciser, parce que je n'ai pas très, très bien fait le lien. Je ne sais pas où on doit situer l'égalité des hommes dans la légalité morale. Non. Est-ce que c'est du point de vue économique? Est-ce que c'est du point de vue économique? Est-ce que c'est du point de vue social? Une seconde. J'ai parlé de deux composantes, deux problèmes majeurs. Oui. Deux problèmes majeurs. J'ai pas dit que l'un c'était l'autre. Non, bien sûr que non. Ok. Donc, si vous posez la question de comment on traduit ces deux composantes dans la vie de la société à différents niveaux, comme je l'ai dit, si on veut rester strictement dans ce que Manitou a dit, Nechia Benire. Maintenant, on peut induire un certain nombre de choses en se servant des clés qu'il nous a données pour analyser la situation. Mais c'est déjà plus Manitou. Moi, j'ai une petite question. Vous dites la légalité doit être morale. Comment vous définissez? Je voudrais une définition de la morale, parce que tout le monde en parle, d'après Manitou, pour qu'on comprenne ce que vous voulez dire. Ah, ça c'est très simple. C'est très simple. Quand Manitou parle de morale, il traduit le mot hébreu moussar, qui veut dire d'abord la morale pratique, pas la morale théorique. Morale théorique, pour lui, il appelle ça l'éthique et pas la morale. Donc, il est question de morale pratique. Et c'est tout le travail de la Torah Shebéalpé, de la halacha, dans des situations où, justement, un tel peut mettre l'accent sur tel aspect de la situation et un autre viendra mettre l'accent sur un autre aspect de la situation, eh bien, il faut trouver ce point d'équilibre. C'est ça la Torah Shebéalpé. C'est ça la morale? Non, la morale, ce sont des valeurs. Ces valeurs-là, elles nous sont imposées. Ce sont des valeurs que le Créateur impose à sa créature, ou propose plus exactement à sa créature, comme étant le projet qu'il veut voir réalisé dans la société humaine. Bon, alors, prenons les deux valeurs dont Manitou avait l'habitude de parler. Chesed d'un côté et Din de l'autre. Oui? Maintenant, quand j'ai une situation concrète, je peux analyser
la situation en mettant l'accent sur le côté de Chesed, je peux analyser la même situation en mettant l'accent sur le côté de Din. Et les analyses vont être contradictoires, bien évidemment. Et le rôle du Sanhédrin, mais on n'en est pas encore là, sera, comme il a été, finalement, de prendre une décision à la majorité. Dans la situation concrète qui se présente à nous, quelle va être la règle à suivre? Mais quand on parle de décision à la majorité, oui, c'est vraiment de décision à la majorité. On vote. Et tout le monde accepte la décision. Celui qui n'accepte pas la décision après le vote s'appelle Zaken Mamre, il est passible de mort. Donc, il n'est pas question qu'à un certain moment, tant que la décision n'a pas été prise, qu'un tel vienne dire à l'autre, ta position n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime à partir du moment où la règle a été décidée. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Beth Hillel n'a jamais dit à Beth Shammai, ta position n'est pas légitime. Au contraire, Beth Hillel était capable d'expliquer la position de Beth Shammai, même s'ils n'étaient pas d'accord avec. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Pas du tout. On est très loin de tout ça. On est dans une espèce de brouhaha où tout le monde parle, personne ne s'entend, et chacun exclut l'autre. Donc vous voyez qu'il y a quand même un long cheminement devant nous. Mais il ne faut pas être impatient. Est-ce que vous me permettez une question? Vous avez évoqué assez brièvement dans la pensée de Manitou excusez-moi, mais je n'ai pas de qui souille, alors non, je ne démarre pas ma vidéo, c'est pour l'animateur. L'importance des tribus perdues, parce que Manitou parle de l'hébreu et non pas de l'israélien, ou je ne sais pas, enfin, je n'ai pas tout suivi, mais bref. Est-ce qu'il est important dans la pensée de Manitou que sur cette terre d'Israël se regroupent les descendants des 10 tribus? C'est important que sur la terre d'Israël se retrouvent en fin de compte tous les gens qui vont y revenir, qui vont y revenir parce que c'est une condition nécessaire pour que la névoie, la prophétie, puisse réapparaître. Tant qu'il y a 10 tribus sur 12 qui manquent, il n'y a pas de possibilité de prophétie. Ah, c'était seulement au niveau de la prophétie. Non, seulement, je reviens à ce que j'ai dit au début, il y a 4 pouvoirs essentiels en Israël, Melech, Shofet, Kohen et Navi, et s'il manque une de ces composantes, c'est-à-dire le Navi, eh bien la société n'est pas dans son état où elle devrait être, et donc pas grand-chose réellement n'est possible, on n'est pas encore à l'état hébreu. Sa pensée est donc d'aller vers l'état hébreu originel en quelque sorte. Je ne sais pas ce que c'est l'état hébreu originel. Vous parlez des 4 pouvoirs d'après la… Ben oui, ce n'est pas une question originelle, c'est le type de société qu'Israël en tant que peuple veut instaurer, non pas 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, comme on disait en France, mais 4 pouvoirs. Et notre originalité, c'est effectivement dans cette 4e dimension de la prophétie. Or, pour que la prophétie puisse commencer à réapparaître, il y a des conditions. Une de ces conditions, c'est le retour non pas des Juifs qui sont les exilés du 2e temple, mais des Hébreux, des descendants des Hébreux, ce qu'on appelle Nitré Israël, qui sont les descendants des Hébreux du 1er temple. Et Baruch Hashem, c'est ce que nous commençons à voir déjà depuis un certain nombre d'années. Il faut toujours être optimiste. Et puisqu'on est dans ce schéma, est-ce qu'il y a dans la pensée de Manitou l'idée que l'accord pourrait venir sur la détermination par l'ensemble d'Israël d'un pouvoir exécutif, d'un roi qui serait de la tribu de Juda et qui pourrait mettre tout le monde, permettre une fraternité de tous sous cette royauté? Est-ce qu'il en a parlé?
Non, d'abord, je renverse votre phrase en disant qu'il faut d'abord qu'il y ait une fraternité pour qu'un jour on ait cette option. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je sais chez beaucoup de personnes, il y a une certaine impatience. Tout le monde connaît le Mashiach Now. Eh ben, le Now, c'est ce qu'il faut pas. Oui, mais vous avez bien dit qu'il fallait, qu'il comptait qu'il y aurait beaucoup de temps. Oui. Et est-ce que ce temps comprend le temps de rassemblement Oui, de... oui. c'est ça. Relisez les 2 derniers chapitres de Maïmonide, Ilchot Melachim, et vous aurez le programme en détail. Combien de temps chaque étape, ça c'est une autre histoire. Mais encore une fois, c'est pas il faut ce que je voudrais préciser et peut-être mettre l'accent sur, c'est nous qui faisons l'histoire. Donc on n'est pas dans l'attente, on doit être dans l'action. Non, mais ce n'était pas la question. Ça Ah veut non, dire mais qu'il faut que notre combat soit d'aider à rassembler toutes ces tribus. Mais c'est ce qui se passe. Quand l'État d'Israël fait revenir, je pense que la plupart d'entre vous ont vécu ces moments très, très émouvants, quand on a vu revenir les Juifs d'Éthiopie. On les appelle les Juifs d'Éthiopie, c'est une erreur, les Hébreux d'Éthiopie, les descendants des Hébreux d'Éthiopie qui étaient en Éthiopie, font partie de Nitré Israël, c'est la tribu de Dan. Les Juifs, ce sont les descendants de Judas et de Benjamin principalement. Donc on est déjà dans une autre dimension. Mais on n'a pas attendu, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir les faire revenir. Donc l'important, c'est l'action. La question, c'est, à mon avis, à mon sens, quelle est l'action principale qui doit nous occuper aujourd'hui? Manitou donne la réponse, reconstruction de l'unité nationale et la justice sociale, tzedek חברתי. Voilà les 2 composantes absolument nécessaires et indispensables de nos jours pour pouvoir ensuite, après, parler Sanhédrin, Nevoua, Beth Amikdash, etc., etc. Et quelqu'un lui avait posé une fois la question, Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il pensait, etc. Il a dit, si on le construit maintenant, c'est un monument de pierre, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait la shrina. Pour qu'il y ait la shrina, il y a des conditions. Voilà les conditions, l'unité, tzedek חברתי, etc. Donc, ce n'est pas la conquête de la terre. Unité nationale, tzedek חברתי, ce n'est pas la conquête de la terre. C'est quoi l'expression? Ça veut dire quoi, la conquête de la terre? Ah, écoutez, aujourd'hui, les religieux sionistes, ils s'occupent d'abord de ça. Ah bon, mais Manitou a des mots très durs contre tout ça. Bon, je ne sais pas si on a le temps exactement de rentrer dans cette... Oui, non, mais tout est important, mais une des choses que Manitou ne supportait pas, c'était qu'il dénonçait, je l'ai même écrit dans plusieurs notes dans le dernier volume de Son Midrash Toladot, ce mouvement de Histagrut, de refermement sur soi de ce mouvement issu du Merkaz arabe, principalement, Yeshivot Akav, etc., où on a peur de rencontrer l'autre, justement, parce qu'ils ne pensent pas comme nous, ils ne s'habillent pas comme nous, ils n'éduquent pas les enfants comme nous, etc. Donc, Vadat Kabbalah, dans le Yishuv, Vadat Kabbalah à l'école, Vadat Kabbalah et trucs, on fait une noite noire à part, et puis c'est pas suffisant, alors on en fait une autre, etc. Manitou avait ça en horreur, et au contraire, il donnait comme modèle Chabad, qui allait justement, au contraire, qui ouvrait les portes. Et il disait, mais quand on est sûr de soi, on n'a pas besoin de s'enfermer. Quand on est sûr de soi, on ouvre les portes. Or, la Tzionut Hadatit n'est plus sûre d'elle. Et, deuxième chose, et ça, il l'a dit tout de suite après les accords. Vous vous souvenez de l'époque de Yamit? En dénonçant ce qui se passait autour de... on se sert toujours
toujours de cette expression-là, la soi-disant mamlartiout, qui, au nom de cette mamlartiout-là, nous faisait renoncer à nos valeurs et nous faisait devenir en tous les cas les dirigeants du Merkaz arabe de l'époque. Je vais citer Manitou en hébreu dans ses mots à lui. Mifleget Eretz Israël vetulo, le parti de la terre, et rien de plus que ça. Or, disait Manitou, on a un triptyque. Am Israël, Im Torato, Al Admato, le peuple avec sa Torah sur sa terre. Et si vous connaissez très exactement ce que disait le Rav Tzvi Yehuda, vous verrez qu'il y a là une marloquette de fond entre Manitou et son maître. Le Rav Tzvi Yehuda disait Am Israël, Be'eretz Israël, Im Torato. L'ordre n'est pas le même. Mais sans rentrer maintenant dans le fond de la marloquette entre le Rav Tzvi Yehuda et Manitou, les deux commencent par Am Israël. Or, Am Israël, ce n'est pas celui qui me ressemble. Ce n'est pas que lui. Donc, c'est quoi ces Va'adot Kabbalah? C'est quoi ce mouvement de refermement? C'est contraire à la conception de Am Israël. Alors, ce que nous reprochons, disait Manitou à Haridim, par exemple, ils ont leur cacheroute à eux et ils ne veulent pas la cacheroute de la Rabbanout, à Rachid, oui. Alors, quand vous allez à un mariage, il y a une table, vous connaissez, dans les mariages, cacheroute, un truc, et chacun est à sa table et l'autre table, c'est quoi? C'est l'ennemi, c'est... Oui. Alors, ce qu'on leur reproche au niveau de la cacheroute, eh ben, nous, on le fait la même chose au niveau de la vie sociale. Mais c'est pire. C'est pire. On a transformé Am Israël en Anshe Shlomenu, qui n'a rien à voir. Le résultat, ça, c'est pas Manitou, mais on l'a vu à propos de Gush Katif. Quand une partie du peuple a dit, ben, vous vous êtes enfermés, ben, c'est votre problème. Hein. On n'a rien à voir là-dedans. Allez-vous-en. Donc, ça a eu des conséquences 20 ans après. Merci, Chaim. Merci beaucoup. Daniel, si tu veux essayer de poser ta question, mais parle doucement. Parle doucement, Daniel. Pas à parler, c'est pas possible. Daniel, parle doucement parce qu'il y a un écho terrible chez toi, donc parle très doucement. Peut-être ça va marcher. Est-ce qu'on m'écoute? Alors, moi, je voudrais parler de... On est toujours en train de se taper sur nos choses, que tout vient de nous, des religieux, enfin, de ceux qui... Mais il y a une autre partie d'Israël qui aussi qui n'agit pas comme il faut et qui ne cherche pas aussi l'unité et qui ne cherche pas la chose. Moi, j'en ai marre de m'accuser et de me culpabiliser. Ça suffit. Personne ne culpabilise, premièrement. Et deuxièmement, je vais vous rappeler ce que disait le Chafetz Chaim, un des grands d'Israël des générations précédentes. Il a dit, quand j'étais jeune, je pensais que j'allais pouvoir réparer tout ce qui n'allait pas dans le monde. Et puis au bout de quelque temps, j'ai compris que peut-être je vais me contenter de faire ça au niveau de ma ville. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai compris que dans ma ville non plus, c'était un peu beaucoup. J'allais le faire au niveau de ma communauté. Et puis j'ai compris qu'au niveau de ma communauté, c'était peut-être un peu difficile. Donc j'ai dit, je vais faire ça pour ma famille. Et puis alors, finalement, j'ai compris que même ma famille, c'était un peu difficile. Alors je me suis occupé de moi-même. Il n'est pas question de dire que chez nous, tout est noir et chez les autres, tout est blanc ou rose. Il est question de poser les vraies questions et de ne pas faire semblant d'ignorer aussi comment les autres nous voient. Tsuyana. Merci beaucoup. Toda Rabba, est-ce qu'il y a encore une dernière question peut-être? Il a blessé quelqu'un.
il a blessé quelques personnes, mais il a dit la vérité. Il y a tout le temps, il y a des gens qui se croient plus juifs que les autres, qui sont assis à côté d'eux. Et ça, il a raison, il a raison, il a raison. Les Chabad, ils se prennent pour, alors qu'ils sont en dehors d'Israël, de Eretz Israël, il a raison, il a raison. C'est pas le Il y a des Ham Chabad Israël. en Israël, excusez-moi. Ouais, mais d'accord, mais ça. Bon, allez, hop. Enfin, il n'y a pas de. Moi, je suis à Bordeaux, je les vois comment ils se comportent. Hein. Ce qui les intéresse, c'est le Kessef, c'est tout. Alors, venez en Israël, vous verrez les Chabad. Stop, là, on coupe. Là, j'ai coupé les micros. Hein. Moi, je ne suis pas ni pour l'un ni pour l'autre. Pas de la Shonara. Rafet Sraïm. Toda Rabba depuis Bordeaux. Daniel, dernière intervention. Allez, pour toi, Daniel. Non, moi, je ne veux pas intervenir. Je suis intervenue. Je trouve, c'est très tout ce que j'ai entendu, je l'ai déjà entendu tout ça, mais moi, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas possible de faire que les deux valeurs soient réunies, l'égalité, la fraternité avec l'égalité, les choses que je ne crois pas que c'est à notre niveau qu'on puisse faire ça. C'est pas possible. C'est inextricable. Je suis optimiste, je suis pessimiste. C'est pour ça que c'est les générations suivantes qui vont s'en occuper et qui vont avoir la créativité et l'imagination de le faire. Oui, beaucoup d'imagination. Beaucoup. Chaim, tu veux réagir à ça? Non, j'écoute avec un petit sourire. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci à Midreshet Yehuda Manitou. Et je renvoie ici sur le chat, vous pouvez trouver les derniers ouvrages de Manitou, mais traduits par Chaim Rothenberg. C'est Sod Midrash Atoladot. On est au chapitre du 9e, c'est ça? Non, 8e livre. 8e. Oui. Voilà, toda rabba à tous. À bientôt. Shabbat shalom à vous.